Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oni Andrea Mandroso, la directrice de 2PAO. Et au nom de 2PAO, on vous remercie d'être là aujourd'hui pour cette journée qui est très intéressante dans le sens où c'est un parcours de vie qu'on a tous connu, autant pour la périnatalité, peut-être pas pour les hommes, mais périnatalité et jeunesse. Et je vais laisser la parole pour l'ouverture à Madame Choma, et après la vice-présidente de 2PAO, Marie Ferré, et Jacques qui fera l'introduction à cette journée. Et merci encore à vous. Bonjour à tous. Donc je vais parler lentement pour que vous puissiez, c'est très bien en tout cas d'être accompagné comme ça. En tout cas, bonjour à tous, je suis très contente d'être présente ce matin et d'ouvrir ces journées. Donc je remercie Madame Marie Ferré, vice-présidente de la plateforme professionnelle Addiction Occitanie 2PAO, et ses équipes d'avoir organisé cette journée sur les addictions et plus spécifiquement sur les sujets de la périnatalité, de la jeunesse et de la place du professionnel et des partenaires sur ces problématiques. Je tiens à saluer M. Barsoni, qui est le président d'honneur de 2PAO. L'ARS soutient depuis de nombreuses années les actions de 2PAO et l'organisation de ce type de journée régionale. Nous travaillons depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec les équipes de 2PAO à développer la mise en réseau des acteurs, l'animation territoriale sur tous les départements de l'Occitanie, les échanges de pratiques entre professionnels. Récemment, nous avons travaillé à la création d'un portail régional addiction à destination de tous les acteurs de terrain, et ce travail vous sera présenté, je pense, cet après-midi. Concernant les addictions et la périnatalité, nous le savons, les conduites addictives chez les femmes enceintes entraîne un ensemble de risques qui peuvent survenir à tout moment de la grossesse. Donc, vous le savez mieux que moi, mais j'en citerai quelques-uns. L'accouchement prématuré, le syndrome d'alcoolisation fétale, le retard de croissance in utero, mais aussi la mort subite du nourrisson. Environ 10% des femmes enceintes déclarent avoir consommé de l'alcool durant leur grossesse et plus de 20% continuent à fumer quotidiennement. Ces chiffres soulignent donc l'importance d'intervenir sur deux acteurs. Donc déjà, premièrement, auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer, afin de les aider avant et ou pendant leur grossesse à réduire ou stopper leur consommation de substances psychoactives et également prévenir les risques de rechute postpartum. Et le deuxième point, c'est auprès des professionnels, en mettant en place des formations et des accompagnements de pratiques qui favoriseront le repérage et le suivi des femmes enceintes et de leur entourage. Pour répondre à ces besoins, l'ARS finance de nombreuses actions dans le secteur de la périnatalité, comme par exemple des formations à destination des professionnels de la périnatalité, des accompagnements à l'arrêt pour les femmes enceintes et également des postes de sages-femmes dans les équipes de liaison et de soins en addictologie. L'ARS, que ce soit dans son PRS, donc dans son nouveau PRS qui a été adopté fin octobre, ou dans sa nouvelle feuille de route régionale addiction, fait de ces problématiques un objectif de santé publique prioritaire. Concernant les addictions chez les jeunes, les enjeux sont multiples et majeurs pour notre société. Les consommations de substances psychoactives chez les plus jeunes sont de plus en plus préoccupantes dans la mesure où elles ont un impact sanitaire et social de plus en plus fort. Les études scientifiques démontrent que l'usage précoce et régulier de substances psychoactives s'avère très nocif pour la maturation du cerveau tout au long de l'enfance et de l'adolescence et peut être source de troubles de la santé mentale à l'âge adulte. Ça peut être des troubles cognitifs, ça peut être des maladies psychiatriques. L'ARS investit beaucoup dans la lutte contre les addictions via de nombreux dispositifs et actions portés par de nombreux acteurs de terrain. Nous travaillons actuellement avec les rectorats et les partenaires pour mettre en place des actions toujours plus proches des besoins de terrain, en investissant notamment
dès le plus jeune âge, sur le développement des compétences psychosociales. Le soutien à la parentalité est également un axe important à développer pour maximiser l'impact de nos actions de prévention. Le milieu festif est aussi un secteur où nous souhaitons continuer à agir en termes de prévention et de réduction des risques. Pour résumer, agir dès le plus jeune âge et dès la grossesse pour éviter les futures problématiques addictives et les problèmes de santé mentale est primordial. L'ARS, comme je l'ai dit, dans son nouveau PRS et dans sa nouvelle feuille de route addiction, et avec les différents plans nationaux qui existent, on va peut-être citer les 1000 premiers jours ou le développement des CPS, tente à agir le plus tôt possible et tout au long du parcours de l'enfant pour éviter l'entrée dans les addictions, notamment durant l'adolescence. Je vous souhaite une belle journée d'échange et de travail, qui, je suis sûre, sera très riche d'échanges. Merci de votre attention. Alors nous avons pris un peu de retard, ça tombe bien, j'ai fait quelque chose de très court. Alors, chère Madame Choma, directrice de la santé publique de l'Agence régionale de santé Occitanie, chers tous, je tiens à excuser l'absence du docteur Dutèche, président de 2PAO depuis juillet dernier, qui avait un engagement pris de longue date. En tant que vice-présidente de 2PAO, je vous remercie d'être présent à cette journée, remercie très sincèrement l'équipe et sa directrice de l'organisation de cette rencontre, afin de réfléchir sur les prises en charge des addictions. Prises en charge qui doivent être transversales, plurielles, concertées, discutées entre professionnels de champs très divers. C'est l'affaire des spécialistes, cela va de soi, d'associations d'usagers, mais c'est aussi l'affaire de tous, de chacun avec des professionnels formés qui peuvent se concerter, s'appuyer, partager leurs questions, leurs pratiques avec quelques autres. C'est dans le titre de cette journée. La place du professionnel partenaire. Les addictions s'inscrivent dans un parcours de vie, dans une problématique, une histoire toujours singulière. Ces problématiques interrogent la société, les problèmes de santé publique, les questions sociales qui s'ajoutent à la précarité et à la détresse psychique. Le projet de 2PAO est de soutenir, de réunir, comme aujourd'hui, des professionnels interpellés par ces questions très complexes d'addiction. 2PAO est une association régionale en charge de l'écoute du terrain pour faire remonter les besoins du secteur social, de l'éducation, de la justice, de l'emploi, des dispositifs de santé et bien d'autres. Mettre en lien les acteurs de terrain, du premier recours, du médico-social, du sanitaire, et d'être force de proposition par le biais des groupes de travail et des groupes territoriaux. Des rencontres telles celles d'aujourd'hui, des innovations telles les microstructures, le portail Addiction Occitanie. Donc, moi aussi, je vais être bref. Voilà. Donc, autrefois, il y avait des drogués et des ivrognes, donc c'était tranquille. On n'avait pas à les soigner. Mais on a découvert l'addictologie, ils sont tous devenus malades, donc ils sont tous venus se faire soigner. Le problème, c'est qu'on n'était pas tout à fait prêts et que ça faisait beaucoup de monde. Parce que si vous calculez bien, entre 12 millions de fumeurs, 5 millions de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, le cannabis, ceux qui cumulent, les écrans, etc., il y a beaucoup plus d'addictions en France qu'il y a de population. Donc le secteur spécialisé n'est absolument pas apte à prendre en charge ces patients. Le problème, c'est que les autres n'ont pas de formation, il y a un retard très important. Alors, les médecins qui s'en occupaient au début, bon, ont vieilli, ont disparu, et puis c'est pas confortable, donc c'est plutôt les microstructures, les maisons de santé maintenant qui vont être chargées du côté médical de s'en occuper. Plus j'ai l'Exapa et compagnie, etc. Mais tout ça, c'est un peu difficile. On est un peu aux abonnés absents. C'est-à-dire que le docteur ne reçoit pas de nouveaux patients. Surtout s'il est
s'il y a une addiction. Le XAPA vous donne rendez-vous dans 3 mois. Donc ça, c'est les problèmes concrets auxquels il faudra trouver des solutions. Mais les structures n'évoluent pas aussi vite que les patients. Et les maisons de santé, d'accord, mais il y a quelques années, on disait les maisons de santé, ça ne marchera jamais en France. Et puis tout a changé, les maisons de santé, ça marche. On disait aussi les McDonald's, ça ne marchera jamais en France. Puis ça a marché. Donc là, on peut s'informer dans des journées comme ça, se coordonner, s'organiser, mais finalement, à la fin, on se trouve devant quelqu'un, devant un patient, devant une patiente. Et là c'est plus la même chose, parce qu'il faut s'en occuper. Alors, le parcours de soins, c'est très bien, le parcours de soins. Quelqu'un qui a un cancer, qui a un diabète, qui a une pathologie chronique, il fait un parcours de soins. Un point de départ, un parcours, une arrivée. Voilà. Mais le modèle sanitaire, il ne fonctionne pas bien pour les addictions parce que personne n'aime le cancer. Personne n'aime son diabète. Personne n'aime ses rhumatismes. Par contre, l'alcool, les drogues, voilà, on aime son addiction. Ça sert à quelque chose. Donc, dans le parcours de soins, en matière sanitaire, on met le médecin, le kiné, l'infirmière, le pharmacien, le radiologue, on met tout ça. Dans le parcours de soins de quelqu'un qui a une addiction, il faut mettre le bistrot, les dealers, la prison. Voilà. Oh, voilà. Donc les parcours de soins sont longs, sont chaotiques, et ils bousculent le soignant. Et quand en plus la vie d'un enfant est en question, alors là, en général, le soignant, il est profondément déstabilisé. Donc c'est pour ça qu'on a prévu cette journée pour s'occuper surtout de ce qui se passe dans la relation entre le soignant et le soigné. Puisque finalement, c'est à ça qu'on aboutit finalement. Et que les questions d'information, de formation, de mise en rapport, d'orientation, de connaissance des circuits, etc., c'est une chose, mais il y a un tête-à-tête auquel on ne peut pas se soustraire finalement. Et je pense que c'est à ça, essentiellement, qu'il faut se préparer. Voilà, merci de votre attention. Bien, bonjour à tous, donc je me présente, je suis Romain Magliola, je suis animateur territorial à la 2PAO, sur la partie ouest Occitanie. On a pris un petit peu de retard, donc je vais essayer de faire court. Je vais vous détailler un petit peu le déroulé de la journée. Donc ce matin, nous aurons 2 plénières. Une partie sur la périnatalité et les addictions, une plénière ensuite sur la jeunesse et les addictions. Une restitution théâtrale à la suite de ces présentations sera faite par la Cabale, voilà, qui écoute juste derrière. Et vous aurez également la possibilité de poser des questions à la suite des interventions sur chacune des plénières. Donc on a des micros, on vous les fera passer. N'hésitez pas à vous présenter, à dire le nom de la structure et éventuellement la fonction, et à poser votre question avec le micro. Pour l'après-midi, vous avez donc le choix sur 3 ateliers et ensuite 3 autres ateliers. Donc vous ne pouvez pas être sur les 3 en même temps. Donc normalement sur votre badge, vous avez les numéros des ateliers qui vous sont affectés. Donc vous avez choisi lors de l'inscription. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou si jamais il y a des problèmes. Le repas se passe juste, là où vous avez été accueillis, à midi. Voilà, donc sans plus tarder, j'accueille les 2 intervenantes, donc Laurence Simat-Durand et Renata Franco, pour la présentation plénière, périnatalité et addiction. Merci d'être là. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous allons improviser un duo avec Renata. Donc, je me présente, je suis Laurence Simat-Durand. Je suis professeure de sociologie-démographie à l'Université Paris-Cité et chercheur au CERMES 3, qui est un laboratoire qui travaille sur la sociologie de la santé.
Je travaille moi-même, un de mes sujets de recherche depuis une trentaine d'années est grossesse et substance. Donc, vas-y, présente-toi. Direct. Oui. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Renata Franco, donc c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis psychologue et clinicienne au XAPA Addiction France à Toulouse et également je fais partie d'un collectif de professeurs-chercheurs de 3 universités du sud de l'Europe, donc Université de Comilhas à Madrid, Université catholique portugaise et l'Institut catholique de Toulouse, d'où je suis chargée d'enseignement, et aussi un 4e qui c'est l'Université de São Paulo, Brésil, de mon pays d'origine. Donc, dans ma prise de parole aujourd'hui, effectivement, on aura des regards interdisciplinaires et aussi interculturels. Culturel. Voilà, merci. C'est vrai que vous êtes impressionnant là, hein, donc ça va aller d'ici quelques minutes, mais au début, ça impressionne. Donc on va faire, comme aussi Laurence a bien dit, on va improviser, mais improviser avec un bagage à mon titre de 6 ans de recherche au prix des consommations des femmes enceintes. Et Laurence, plus de 30 ans. D'ailleurs, c'est un honneur parce que toutes mes recherches, je m'appuie sur la recherche de Laurence. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un plaisir de parler avec une référence bibliographique, face à face. Et là, c'est parti. C'est parti. Alors, on va essayer de prendre la parole à tour de rôle et d'essayer de vous présenter l'essentiel sur ce qu'il faut savoir des substances pendant la grossesse et aussi, du coup, le point de vue des cliniciens, des professionnels sur qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes qui consomment. Alors, on est assez d'accord dans toutes les instances gouvernementales, internationales, etc. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de prôner l'abstinence pendant la grossesse. Donc, la grossesse devrait être un moment sans prise de produits. Ça va pas se décider le jour où une femme est enceinte et on va lui dire « Ah non, mais il faut rien prendre parce que vous êtes enceinte ». Là, on rajoute à la culpabilité. Et donc, tout le monde est assez d'accord qu'il faudrait impliquer la femme, le couple, en amont de la grossesse, c'est-à-dire sur les consultations peut-être de contraception, voire même avant, et voire même, de notre point de vue, je suppose, au moment de l'adolescence, par ce travail dans les collèges, dans les lycées, auprès des jeunes filles, pour les sensibiliser à ces risques, pour qu'ensuite elles ne considèrent pas ça comme injuste de devoir arrêter leur consommation pendant la grossesse. Et on voit, il y a plusieurs équipes, hein, en particulier des équipes en Suisse, qui travaillent sur qu'est-ce que pensent les femmes du suivi des grossesses, qu'est-ce qu'elles pensent de la façon, des recommandations qu'on leur donne pour les grossesses, et elles jugent cela excessif. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question, et plus la femme est diplômée, contrairement souvent à ce qu'on pense, plus la femme est diplômée, plus elle remet en question les directives médicales, et plus elle juge totalement excessif de lui dire par exemple d'arrêter de boire de l'alcool pendant la grossesse en disant il n'y a aucune preuve qu'un verre c'est mauvais. Bon, alors il n'y a peut-être pas de preuve pour un verre, mais un verre tous les week-ends, ça commence à poser des problèmes. Et puis ce qui va poser des problèmes parmi ces femmes très éduquées, c'est ces bonnes petites habitudes qu'elles ont prises dans l'adolescence et surtout pendant leurs études supérieures, de, excusez-moi, se torcher pendant les week-ends. Et du coup, ça, on va voir que déjà, c'est vraiment un sujet. Alors, les équipes soignantes vont être confrontées à des femmes déjà enceintes, les équipes de maternité, mais aussi les équipes d'addiction, puisqu'elles vont débouler, si on peut dire, parce qu'elles sont enceintes et qu'il y a un problème. Et donc là, que faire quand elle est déjà enceinte pour éviter cette culpabilisation, pour ne pas forcément prôner l'abstinence qui n'est pas forcément toujours accessible. C'est pas forcément faisable et ça peut être dangereux pour le fœtus. Ça, on va essayer aussi de l'expliquer, c'est que c'est pas forcément l'abstinence brutale qui est la solution.
Par exemple, pour la cocaïne, c'est même une catastrophe, enfin pour l'héroïne aussi. Donc la réduction des risques, il va falloir en parler, on va, j'espère, arriver jusque-là. Et donc la réduction des risques ou la substitution doivent être visées, et à condition de ne pas provoquer de vases communicants entre les substances, c'est-à-dire ces horribles histoires où on met tellement la pression sur une femme pour qu'elle arrête sa cocaïne pendant toute la grossesse, qu'on oublie de lui parler de l'alcool, et qu'elle va tenir sans cocaïne en buvant de l'alcool. Et l'enfant, il va être abîmé par l'alcool, beaucoup plus sûrement qu'il ne l'aurait été par la cocaïne, parce qu'on a plutôt peu de preuves sur la cocaïne. Je voudrais, juste avant de passer sur le deuxième diapo, rebondir sur le fait qu'évidemment, quand on dit que la femme, elle se permet des petites transgressions, c'est la femme qui n'est pas forcément touchée par l'addiction, mais qu'elle se permet de petites transgressions, justement parce qu'elle trouve que les recommandations sanitaires, elles sont très strictes. On entend bien que c'est le manque de recherche, mais on ne peut jamais faire des recherches randomisées avec des femmes enceintes. On ne peut pas répartir deux groupes de femmes, donner la consommation, donner des substances psychoactives pour un groupe et pas donner pour un autre groupe pour vérifier les effets. Donc, ça pose une question éthique pour développer des recherches à ce niveau. Tout qu'on connaît d'informations, ça se fait auprès des petites souris, des rats, et c'est pas pareil, mais on voit que la consommation, c'est mieux de recommander zéro abstinence, justement par manque de données. Donc, c'est sûr que la plupart des femmes, la prévention a bien fait son travail. Donc, la plupart des femmes, 25% des femmes, par exemple, que là on passe, 25% des femmes, selon l'Organisation mondiale de la santé, elles sont déjà au courant que les consommations, elles sont néfastes pour les fœtus. Et il s'y permet de temps en temps d'avoir cette consommation, justement parce qu'ils trouvent que c'est trop rigide l'imposition des zéros. Donc, comme Laurence avait dit, cette femme qui, par toutes les recherches qu'on a développées jusqu'à présent, bien éduquées, sont des femmes aussi bien structurées du point de vue socio-économique. La grossesse a été désirée, elles sont en couple, niveau de scolarité, il est bien important, il y a quand même l'emploi, elles ne sont pas du tout au chômage, ils s'autorisent de temps en temps de faire des petites consommations. Donc ça, c'est un profil des femmes. Il y a l'autre profil qui c'est éventuellement, ça concerne les femmes qui sont déjà touchées par les troubles de usage. Il s'agit d'une consommation plus importante et qui a besoin d'un accompagnement en addictologie. Mais la bonne nouvelle, c'est que 75% des femmes, elles arrivent quand même à tenir l'abstinence parce que les facteurs de protection plus importants, c'est déjà les bébés. Donc, une fois que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle arrête de consommer toutes les substances. Donc, c'est quand même la majorité des femmes qui jouent le jeu de toutes les restrictions, non seulement pour les consommations, comme le fait de ne pas pouvoir manger de poisson cru, la charcuterie, vont s'éloigner des petits chats si elles ne sont pas immunisées à toxoplasmose. Et donc, il y a toute une série d'informations qui s'ajoutent, il favorise que la femme ne va pas consommer. Donc, pour nous, un facteur de risque, c'est vraiment la consommation de la femme avant les périodes de grossesse. Quand on fait les études avec les tests de repérage précoce, comme ODIT, CAST, Fargeston, on voit que la consommation de la femme avant la grossesse, elle a la tendance de se répéter pendant la grossesse. Donc, une femme on va donner l'exemple d'alcool, qui est considérée chez l'audit, un test de repérage de consommation d'alcool, elle est considérée comme une consommation modérée, elle arrive à rester dans l'abstinence pendant la grossesse. Mais une femme qui consomme de façon déjà considérée à risque, elle va plutôt réduire la consommation, mais l'abstinence, c'est difficile d'aboutir pendant toute la grossesse. Donc, on voit que si on doit travailler et aller plus loin dans les démarches de prévention, c'est en période fertile, avant de tomber enceinte, parce que la consommation, elle a une cohérence, elle a logique, elle a la tendance de se prolonger. Pression sociale. Pression sociale, on peut bien sûr parler de
si on va essayer, on s'est dit qu'on ne va pas donner trop d'exemples, sinon on ne va pas être juste dans l'heure, mais si on voit toutes les informations erronées autour des cultures populaires, des cultures traditionnelles, les relations qui se passent entre les familles, des femmes à femmes, des mères à enfants, genre un verre de vin, ça fait bien pour la circulation, donc n'hésite pas. La bière, c'est bon pour monter le lait. Donc il y a tout c'est mieux de fumer c'est mieux de fumer que d'être stressé. Toutes les femmes de la famille ont bu et regardent t'es normal, etc., etc. Donc ça, c'est une pression sociale implicite qu'on voit beaucoup en Europe avec justement cette culture et la valorisation de la consommation des boissons considérées légères, parce que les femmes qui consomment, attention, elles ne consomment jamais d'alcool fort. C'est du vin, la bière, les liqueurs, les champagnes. Ils sont en contexte festif, récréatif et ponctuel. Et, donc, au-delà de l'expression sociale, culturelle et populaire, on ajoute aussi la femme qui travaille, les stress au travail, comment on va s'organiser pour partir en congé maternité. Il y a aussi la femme, les burn-out parentales, les femmes qui ont déjà un enfant et qui doit s'occuper des enfants qui sont là avec elle, plus la grossesse. Donc, tout ça, ça rend la femme vulnérable et l'envie de craquer et consommer, il s'y rend plus important dans ce contexte. Qualité d'information dans les suivis médicaux. On voit dans les témoignages que les femmes elles sont bien informées, mais elles n'ont pas forcément le temps de développer les risques. Et là, les femmes elles ont la tendance de dire, bon, je vais arrêter avec une consommation nocive ou illégale, l'ordre cannabis, cocaïne, etc., mais elle rattrape avec l'alcool ou le tabac. Donc, il faut quand même aider la femme à accompagner, d'où le sens de la réduction des risques pendant l'accompagnement, de bien orienter pour ne pas faire les vases communicantes, comme Laurence a cité au début. Pour une femme qui est dépendante de la méthadone, on va même augmenter les doses de méthadone pour ne pas faire souffrir du manque. Donc, ce n'est pas l'abstinence tout prix, tout court, sans faire les nuances. Et évidemment, quand on dit, pour parler de nuances et de données, quand on dit que 25% des femmes consomment en connaissant les risques, elles consomment au premier trimestre, d'où la connaissance tardive de la grossesse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant de son état et c'est pour ça qu'il y a des consommations importantes. Et après, bon, je vais juste finir pour les traits de personnalité, parce que je vois que Laurence commence à être rouge. Traits de personnalité, bien entendu, on parlait de tout qui c'est comorbidité psychiatrique, dépression, les angoisses, mais moi, je voudrais vous parler aussi de la grossesse réelle et de la grossesse symbolique, qu'il y a une différence assez importante. Grossesse réelle, tout qui ça concerne les attitudes cognitives, comportementales et affectives, comment la femme elle gère les émotions, comment elle la communique, les pensées, les croyances et les attitudes, les comportements qu'elle a mis en place. Mais il y a déjà la grossesse symbolique qui ça se joue sur toute la représentation fantasmagorique, qui c'est l'enfant idéal, la grossesse idéale, la maternité, qui se met en question même la relation avec sa propre mère et tout ce conflit qui fait partie, elle est indispensable pour relier la femme avec l'émotion, relier cette femme avec son fils imaginaire. Et des fois, il y a un décalage entre l'attitude, la grossesse réelle et la grossesse symbolique. Et dans ce décalage, quand la femme, par exemple, elle est consommatrice de substances, il y a déjà la double peine, il y a déjà la culpabilité d'être une mauvaise mère, même avant d'avoir accouché. Donc, je m'arrête parce qu'on va développer plus tard. Alors, je vais vous présenter sur les diapos suivantes des tableaux récapitulatifs des effets pour la femme et pour le fœtus des différents produits. Mais je vous présente d'abord ce tableau pour illustrer une idée qui est très importante, c'est qu'en réalité, les femmes consomment rarement un seul produit, mais qu'elles vont souvent consommer plusieurs produits. On est face à des polyconsommations dans les années récentes. J'ai eu l'impression, plus on approche de la période récente, plus il y a ces polyconsommations. Donc, je vous montre ce tableau rapidement, qui était une étude qui a été faite, un suivi de cohorte de femmes qui avaient accouché dans un hôpital en 2012.
et que l'on avait interrogé très précisément sur les produits consommés au début de la grossesse et en fin de grossesse. Toutes avaient fait des efforts de réduction du nombre de produits, des quantités de chaque produit, etc. Mais on avait quand même pour résultat que 38% consommaient plus de 4 substances en fin de grossesse. Dans les substances, je comprends les traitements de substitution, donc ce sont des médicaments, mais les médicaments opiacés ont les mêmes effets que l'héroïne en termes de fœtus. C'était également des psychotropes, beaucoup de benzodiazépines, puisqu'elles sont très largement prescrites justement quand il y a un phénomène d'addiction. Et donc ces femmes combinaient les différentes substances et quasiment on avait 170 femmes dans notre échantillon, et 160 fumaient encore à la fin de la grossesse. Ça veut dire que quand on a des femmes qui présentent un profil d'addiction, le travail qui est le moins fait, c'est celui sur le tabac, parce qu'on a toujours l'impression que il faut au moins leur laisser le tabac pour que le reste puisse passer, pour que ce soit soutenable pour les femmes. Donc 160 sur 170 fumaient encore en fin de grossesse. Et quand vous voyez ce tableau, cette matrice, du coup, dans celles qui consommaient de l'alcool, par exemple sur 53 qui consommaient de l'alcool, 51 également étaient fumeuses. Donc c'est pour vous interpeller sur cette question de combinaison des produits. Parce que par rapport au tableau des risques que je vais vous présenter, c'est une question statistique. Quand vous cumulez des risques, vous n'additionnez pas ces risques, vous les multipliez. Donc le risque de prématurité, par exemple, il est multiplié si vous avez 2 produits qui induisent la prématurité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien... Il ne faut pas négliger les substances légales et les médicaments quand on a une femme qui prend différents produits. Alors, j'ai listé des conséquences pour la mère et des conséquences pour les enfants. Ces conséquences, vous voyez, je vous les ai listées pour 5 grandes catégories de produits licites ou illicites, donc le tabac, l'alcool, le cannabis, les opiacés de manière globale et cocaïne, crack, là aussi globalisé, parce qu'autrement ça fait des tableaux énormes. Quand je vous ai mis oui, ça veut dire que dans la littérature internationale, on a des preuves scientifiques que le risque est avéré. Quand il n'y a pas de oui, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça ne crée pas de problème. Vous le savez sans doute, on le sait, mais est-ce que la population générale le sait suffisamment? Le champion, toute catégorie des risques, c'est l'alcool. Vous voyez que le nombre de oui est bien supérieur pour l'alcool que pour les autres produits, même si quand vous allez sur certains types de risques pour cette femme, vous retrouvez évidemment une femme qui est consommatrice d'héroïne ou d'opiacés détournés, elle va être à risque sur beaucoup de questions. Alors ces risques, c'est les risques pour la grossesse, la baisse de la fertilité par exemple, le fait d'avoir des difficultés à avoir un enfant désiré, le risque de grossesse non désirée, c'est son pendant aussi, et particulièrement on le voit avec les jeunes femmes. Et l'alcool, par exemple, les binge drinking qui vont faire qu'on va vomir la moitié de la nuit et que l'on va oublier de reprendre sa contraception. Vous avez le fait que pour les opiacés notamment, vous avez une aménorrhée. Ça veut dire qu'elles n'ont plus leurs règles, donc elles n'ont plus aucun repère par rapport à leur corps et que bien souvent, elles se pensent stériles parce qu'elles n'ont pas de cycle. Et si elles se pensent stériles, le risque, c'est évidemment une grossesse qui n'est pas du tout prévue, anticipée. Vous avez cette question de la découverte tardive de la grossesse. Les signes de la grossesse, c'est peu ou prou, pour beaucoup de produits, les signes de manque. C'est-à-dire, c'est des signes qu'elles connaissent, qu'elles reconnaissent comme étant « il faut que je reprenne de l'alcool, il faut que je reprenne de la drogue ». Or, c'est les signes de la grossesse, mais qui sont cachés par ces prises de produits.
Les risques de fausse couche sont majeurs avec l'alcool et la cocaïne ou le crack. On a écrit un article avec le professeur Lejeune sur ce suivi de cohorte où on montrait que pour les personnels de maternité qui ont souvent peur d'interroger la femme sur leur consommation, un signe d'alerte, c'est les fausses couches répétées, c'est les IVG répétées, c'est les IMG répétées. On voit souvent ces grossesses qui ne vont pas jusqu'à leur terme, qui se répètent dans le profil d'une femme, et souvent c'est lié à ces produits. Le mauvais suivi de grossesse, je dirais qu'il est toujours cité par les personnels de maternité comme un clignotant, un signal d'alerte vis-à-vis de cette femme. Et puis ensuite, vous avez tous les problèmes sociaux, les problèmes qu'on retrouve de manière récurrente du fait, surtout des substances illicites, mais également avec l'alcool, comme la mauvaise insertion, l'absence de logement, l'absence d'emploi, les risques judiciaires, le risque après de placement de l'enfant, on y reviendra. Et puis le risque à ne pas négliger de décès précoce. Il y a eu une étude sur la mortalité qui montre que à âge et sexe équivalent, quelqu'un qui consomme des produits a un risque multiplié par 10 de mourir de façon précoce, pas forcément de surdose, comme on s'y enfin voilà, c'est pas ça, mais il y a tout le reste. Il y a les accidents de la vie, il y a les suicides, il y a énormément de risques qui sont extrêmement majorés pour ces jeunes femmes. Et dans la cohorte de 170 femmes dont je vous ai parlé, que l'on a suivi sur une dizaine d'années et que j'ai pu retrouver encore quelques années derrière, sur 170 femmes qui avaient seulement un âge moyen de 30 ans, âge auquel le risque de décéder est quasi nul en France, 12 étaient décédés à 10 ans. C'était une mortalité absolument énorme comparé à leur taux supposé. Alors, les conséquences pour l'enfant, on va redécliner ça sur les paragraphes qui suivent. Les conséquences pour l'enfant, évidemment, il y a la prématurité qui est souvent présente, le retard de croissance, toute chose qu'il ne faut pas négliger. C'est pas naturel d'avoir un enfant prématuré, et surtout quand il est grand prématuré. Avec le tabac, il y a vraiment un ajustement. Plus la femme fume et plus le risque de prématurité augmente, mais il se cumule également avec ce même risque pour les autres produits. Le retard de croissance est souvent présent. La dysmorphie faciale et les malformations, c'est surtout l'alcool, c'est le fameux syndrome d'alcoolisation fœtale. Le syndrome de sevrage du nouveau-né, il est maintenant bien connu, surtout pour les opiacés, mais vous voyez qu'il existe, même si c'est de façon plus atténuée, avec presque tous les produits. Et je vous ai mis les médicaments exprès parce que quand on a fait un travail sur le syndrome de sevrage des nouveau-nés, les équipes disaient il y a des enfants qui flambent, qui sont dans un état épouvantable, alors qu'on a l'impression que la mère n'a pas consommé tant que ça d'héroïne ou de Subutex, par exemple. Elles étaient souvent à des niveaux. Et dans cette étude, en tout cas, ce qu'on a pu mettre en lumière, c'était le rôle des benzodiazépines. Et les enfants qui faisaient des sevrages, des syndromes de sevrage vraiment énormes, c'était souvent un cumul Subutex, benzodiazépines, alcool, tabac. Les autres signes sur l'enfant, c'est l'hyperactivité, les troubles des apprentissages, les troubles de l'adaptation, souvent, ça c'est très très connu pour l'alcool, les séparations, les séjours en pouponnière, les séjours en institution qui, pour la vie future de l'enfant, sont considérés dans la littérature internationale comme des risques en eux-mêmes. Séparer un enfant de sa mère, et surtout de manière précoce, ça provoque des séquelles, c'est maintenant bien connu. Donc en fait, on rajoute ce risque. Ces enfants qui ont été exposés à des substances in utero vont être ensuite exposés à des séparations. Ça, on pourra revenir.
Exposition à un mode de vie désorganisé, aux violences, ça c'est vraiment la peur première dans les équipes qui suivent ces femmes ou ces couples. C'est ce mode de vie qui fait qu'elles ne vont pas réussir à se lever pour amener l'enfant à la maternelle, qui fait que l'enfant va voir des choses qu'il ne doit pas voir. Il peut y avoir de la prostitution au domicile, il peut y avoir de l'injection de drogue devant l'enfant. Généralement, elles disent protéger l'enfant, éviter, mais on sait, voilà. Sans parler, parce que, bon, moi je trouve que c'est très pointu et assez périphérique, mais quand même, il y a pas mal de données qui remontent, qui commencent à remonter sur le risque pour les enfants d'une prise accidentelle de Subutex ou d'autres produits de substitution qui sont des médicaments. Alors, on sait bien que les blisters ont été conçus pour être difficiles à ouvrir, etc. Mais de facto, petit à petit, le nombre d'accidents avec des enfants augmente. Voilà. Et puis, scolarisation tardive, retard scolaire, c'est lié à la désorganisation de la mère. On avance. Très bien. Je voudrais juste rebondir un tout petit peu par rapport à l'effet des premiers tableaux, qui c'est la conséquence pour la mère. Déjà, les choix de la grossesse. C'est la petite touche interculturelle parce que la femme française, elle a le droit d'avorter. Donc, elle peut choisir sur la IVG, chose qu'au Brésil, ce n'est pas possible. Donc, déjà, cet conflit, cette angoisse invisible qui se passe chez la femme, je garde l'enfant ou je ne garde pas. Et on voit que les femmes qui sont touchées dans l'addiction et dans la consommation, on va dire, de vraies toxicomanies, substances voilà, comme l'héroïne, elles se saisissent de cet droit. Donc, quand on voit les données européennes, les femmes qui sont touchées par la toxicomanie, elles sont quand même, elles se saisissent du droit d'IVG, chose qu'au Brésil, ce n'est pas possible pour l'instant. Et elles ont le droit d'être mères, ce qui n'est pas possible dans tous les pays non plus. Il reste quand même des lois pénales extrêmement répressives envers les femmes enceintes qui consomment. Il y a des pays où une femme qui est enceinte et qui consomme peut être mise en prison du fait de cette consommation pendant la grossesse, ce qui pose tout le problème des soins de la grossesse, parce que le suivi des grossesses en prison, c'est quand même pas la panacée. Voire, on a plusieurs pays qui se sont engagés dans des démarches qu'ils appellent de réduction des risques, qui vont être de payer une femme toxicomane pour qu'elle accepte de se faire poser un implant, voire ligaturer. Ça pose quand même des problèmes éthiques incroyables. Enfin voilà. Donc bon. Exactement. Donc parfait. Merci pour compléter. Et quand on vient pour parler des besoins de la femme enceinte, qui sont touchés pour la consommation, l'important c'est de faire un travail d'évaluation précoce, pluridisciplinaire, accompagner cette femme. Et une des situations qui c'est vraiment difficile dans la clinique, c'est ajuster cette temporalité. Parce que la femme, elle se trouve enceinte sur un temps qui s'est limité, c'est 9 mois. Et déjà, les rencontres avec l'équipe soignante, des fois, ce n'est pas dans les médias. Pour rencontrer un expert en addicto, ça peut durer des fois 3 mois. Donc 3 mois pour une femme enceinte, c'est énorme. Donc comment on ajuste la temporalité avec cette voilà, perplexité, que la femme elle se voit dans cette impossibilité de consommer. Donc les produits, ce n'est pas possible, mais vivre sans les produits, c'est impossible. Donc déjà, elle se rencontre avec cette temporalité qu'elle doit arrêter tout de suite. Et en même temps, comment on va concerter les temps de la femme enceinte avec une rencontre avec l'équipe soignante. Donc, surtout quand elle a découvert la grossesse à 3 ou 4 mois, pour les raisons qu'on vous a expliquées précédemment. S'il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous, on arrive déjà aux 6 mois de grossesse. Ouais, donc toute cette difficulté qu'il faut qu'on soit bien vigilant quand on parle. D'abord, les droits d'accès. Donc on voit dans la réalité qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent au centre de soins que de femmes, parce qu'elles ont d'autres contraintes aussi.
liées aux stigmates, liées à l'occupation des autres enfants, gérer son agenda, c'est pas pareil. Donc il y a vraiment, il faut ajuster la temporalité de la femme, tout court, et en plus quand elle est enceinte, et touchée par les troubles des dosage. Orienter la femme enceinte dans la polyconsommation, comme on avait bien discuté, de dire quel produit, parce que la femme elle va mettre une hiérarchie par rapport à ses produits. Elle croit que le tabac c'est moins important, donc elle arrête l'alcool et elle s'autorise à continuer à fumer parce qu'il y a déjà un effort légitime de réduire la consommation d'alcool. Donc comment on oriente, et la plupart du temps, par exemple, la femme elle va arrêter les substances illégales parce qu'il y a les jugements moraux derrière également à cette consommation et elle rattrape avec l'alcool. Donc comme nous de l'équipe soignante, on peut aider à ajuster et voir qu'est-ce qui c'est le moins nocif avec cette idée qui c'est la réalité de quelle dans consommation, polyconsommation, comment on va hiérarchiser les substances. D'autant plus que on n'a pas beaucoup d'études pour l'instant, mais clairement, les médicaments psychotropes sont pas neutres pendant la grossesse. Donc il y a eu des travaux faits sur, par exemple, l'épilepsie, etc. Il y a des médicaments qui sont connus, mais les médicaments qui sont assez couramment prescrits, voire beaucoup prescrits en addicto, peuvent ne pas être neutres non plus pendant la grossesse. Donc comment on hiérarchise tout ça, comment on baisse les doses, et baisser les doses, c'est pas forcément, il faut qu'elles soient bien. Il faut qu'elle soit bien à un moment donné. Donc souvent, il faut également, en tout cas, c'est ce qui est recommandé dans les recommandations internationales, augmenter les doses, par exemple, du produit de substitution pendant la grossesse. Alors que la femme va plutôt pousser pour le baisser parce qu'elle a peur du syndrome de sevrage du nouveau-né. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir la conseiller sur les produits à minimiser, à baisser, à arrêter, dans quel ordre on fait ça et quelles sont les conséquences. D'où l'intérêt d'une approche systémique, parce qu'on voit que ça dépend... Pardon. D'ailleurs, merci, c'est un privilège de vous voir travailler avec nous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des professionnels comme vous. Donc, l'approche systémique, elle est super importante dans le sens de... Ça dépend du professionnel, on va voir qui est le patient. Des fois, c'est la femme le patient, et des fois, c'est l'enfant qui est le patient. Et dans la femme enceinte, il y a un sous-groupe qui existe, et c'est le système qui doit être pris en compte. Donc, quand on part de l'idée du système, il faut bien sûr aider cette femme qui est déjà avec plein de culpabilité d'être une mauvaise mère, de comment elle va établir un lien avec cet enfant. Donc, encourager l'allaitement, encourager peau à peau, encourager chanter les berceuses. Donc, parce que pour nous, malgré toutes les difficultés qui sont associées avec la consommation, les liens, il fait partie de quelque chose qui doit être travaillé dans une approche systémique. Parce qu'il n'y a pas la femme ni l'enfant, c'est le système qui doit être pris en charge. Et on voit que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de faire des stratégies qui vont privilégier la femme ou l'enfant. Donc, comment on fait l'harmonie entre les deux. Bon, donc, cette remarque qu'il faut voir les binômes, et pas forcément ni la femme ni l'enfant. Sensibiliser davantage l'autorisation de consommation, qu'on voit que l'autorisation de consommation, des petites transgressions, ça se passe la plupart des fois par l'entourage. Comme on avait dit, l'entourage qui dit ben, c'est pas grave, il y a un petit verre, on sait que vous êtes une bonne mère, on sait que vous aimez bien votre enfant, c'est le mariage de je sais pas qui, c'est le Noël, un petit toast, ça va, c'est pas de souci. Donc il a la permission et cette orientation. Et après, on se pose la question de la place du conjoint dans les systèmes d'accompagnement. Oui. Parce que les maris, en même temps, les conjoints, ils peuvent être un facteur de risque ou un facteur de protection. Les amis peuvent être un facteur de risque et un facteur de protection. Quand on voit les témoignages des femmes, la plupart des femmes qui s'autorisent à consommer de temps en temps, d'une façon occasionnelle, elles ne consomment pas en établissement public. Elles consomment
à la maison, chez les amis. Parce que les regards des autres femmes, c'est quelque chose qui s'ajoute sur son attitude et son comportement. Mais quand elle est dans un système intime, elle s'autorise à consommer de temps en temps. Donc, sensibiliser davantage l'entourage. C'est le grand public même qui doit être sensibilisé. Donc là, je suis assez contente dans le métro à Paris quand je suis hier ou avant-hier, j'ai remarqué il y a une grande campagne d'affichage immense sur ça va être les fêtes et ça serait bien de ne pas boire si vous êtes enceinte. Et donc voilà, les campagnes grand public sont sans doute assez efficaces. Peut-être pas sur les femmes enceintes, parce qu'elles sont peut-être pas en capacité, mais pour changer peut-être l'opinion générale de tous ceux qui regardent sans être enceintes et sans, etc. Parce que quand même, quand on voit ce qui a été choisi, là, l'étiquetage des bouteilles, on a travaillé dessus aussi, et il y a une enquête qui est faite régulièrement pour savoir est-ce que les gens ont déjà fait attention au logo qui est sur les bouteilles d'alcool, et puis ils n'ont pas tellement fait attention au logo, et puis c'est très dépendant de l'âge. Les jeunes, ils n'ont jamais vu le logo. Alors le logo de recyclage les intéresse quand même plus parce que l'écologie est bien en train d'exploser que le logo danger pour les femmes enceintes. Donc il faut comme pour la consommation en règle générale, passer par la population générale. Et quand on voit que ces femmes s'informent surtout sur Internet et qu'on voit ce qui se dit sur tous ces réseaux sociaux, etc., on a quand même, par exemple, l'idée qui est très largement répandue actuellement que pour arrêter de fumer pendant la grossesse, on vous a dit 1/3 des femmes abordent la grossesse en France en étant fumeuses. L'idée la plus répandue actuellement, c'est que pour arrêter de fumer le tabac pendant la grossesse, le mieux, c'est un petit joint. Et donc, estimer que c'est une réduction des risques que de passer au cannabis pendant une grossesse, pour les nausées, pour des tas de raisons, pour s'endormir le soir, etc., et pour arrêter le tabac, ça pose quand même beaucoup de questions sur ce niveau d'information générale. Oui, l'augmentation du CBD, c'est énorme auprès des femmes enceintes, justement pour contrôler les nausées. Donc, et là, on n'a pas de données, on n'a pas de recul pour... on a des recherches avec les souris. Hein, ça, on a toujours. Et éventuellement aussi, quand on dit l'entourage, les rôles, la place de l'entourage, d'aider à changer les perceptions et les représentations, aussi avec cette notion qu'arrêter de consommer, ce n'est pas forcément la souffrance. Donc, quand l'entourage encourage la femme à consommer de temps en temps, il y a cette idée, la pauvre, elle est privée, juste un petit verre. Donc, il faut qu'on bouge aussi cette notion qu'arrêter en consommation, ça passe obligatoirement pour une souffrance. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont peur du manque, ont peur d'arrêter de fumer parce qu'elles ont un imaginaire assez riche sur les effets du manque, et déjà par peur d'avoir manque, elles ne se lancent même pas dans la stratégie de la réduction, de la régulation et de l'arrêt. Donc l'entourage, tout le monde croit vraiment qu'il y a cette idée qu'on va souffrir. Arrêter, oui, c'est synonyme de souffrance. Mais l'entourage, il doit être solidaire. On reparlera du rôle du conjoint. Demander à une femme enceinte d'arrêter de fumer quand son conjoint fume, enfin, il y a un moment quand même, on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, la solidarité de l'entourage, quand on doit faire un pot et qu'il y a une femme enceinte, on supprime l'alcool pour tout le monde. C'est une forme de solidarité, mais je veux dire que l'effort, pourquoi elle porterait toujours sur la femme et sur la femme enceinte, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est un peu compliqué tout ça, mais on y arrive très bien. Hein. Quand on nous a dit à l'université qu'on n'avait plus le droit de servir de l'alcool quand il y a des étudiants dans la salle, quel que soit leur statut, des jeunes dans la salle, etc., tout le monde s'est dit, mais c'est un scandale, jamais on va pouvoir faire des pots de thèse sans alcool. Bah si, on fait des très très bons pots de thèse actuellement et on a supprimé complètement l'alcool dès lors qu'il y a quelqu'un qui a le statut étudiant. Et le pot de thèse, il a le statut étudiant. Et c'est la même chose que de lutter contre l'arrivée de la bouteille de champagne dans la salle d'accouchement.
Je veux dire qu'on a des représentations que la fête ne peut pas se faire sans les produits. Exactement. Oui, on est encore là. Ça, c'est mondial. Ça, c'est mondial. Quand on parle également de la notion de la culpabilité, prendre en compte, déjà pour une femme lambda enceinte, imagine tous les enjeux, les peurs d'accouchement, les expériences négatives avec des précédentes grossesses, les peurs de changement de son corps, de l'image corporelle. Donc, il y a des femmes qui ont déjà la culpabilité de manger du sucre parce qu'il y a tout un contrôle. Donc, quand on ajoute encore, en femme lambda, on est plein dans cette invisibilité, dans cette souffrance, dans cette angoisse qui s'ajoute toujours dans la tête de la femme. Imaginez si on ajoute déjà la consommation de substances. Quand on a l'idée qu'une femme enceinte, c'est un tout harmonieux. C'est romantique, c'est beau, mais à chaque fois que la femme elle va sur une consultation pour une échographie, l'idée de la grossesse symbolique et réelle, bien sûr, elle va voir les sexes d'enfants, elle va se projeter, si c'est des filles, elle achète je ne sais pas quoi, si c'est des garçons, mais en gros, la consultation, c'est pour vérifier s'il y a une malformation, une anomalie ou dépistage des maladies. Donc, il y a toujours ce décalage et ça reste invisible. Donc, quand on prend en charge la femme, libérer cette parole et savoir qu'il y a des angoisses, c'est normal dans ce processus de changement des hormones, des corps, des statuts, qu'il y a tout qui vient avec les statuts de la grossesse. Et aussi, quand on ajoute la consommation de substances, la culpabilité, elle est présente, la double peine, l'invisibilité, tout ça, ça fait partie de notre prise en charge, de notre attention et d'un accompagnement, on va dire, holistique. Et pour finir... la crainte des services sociaux, un frein à l'accompagnement clinique, sûrement. La crainte des services sociaux, la crainte du placement de l'enfant, c'est ce qui est souvent quand même avancé, c'est ce que nous disent toutes les femmes quand on travaille avec des femmes qui consomment des produits et puis qu'elles nous parlent de leur grossesse. Certaines ont vécu la totalité de la grossesse dans l'angoisse. Dans l'angoisse, est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce que je vais être repérée? Est-ce que je vais pouvoir garder mon enfant? Il y a d'autres craintes aussi dans un travail fait par l'une de mes étudiantes qui avait discuté avec des femmes sur pourquoi elles n'avaient pas fait suivre leur grossesse, alors qu'en ne faisant pas suivre sa grossesse, je veux dire qu'elles mettent un drapeau rouge au-dessus de leur tête pour les personnels de maternité, parce qu'elles vont déjà être étiquetées comme mère irresponsable, enfin comme mauvaise mère, comme quelqu'un qui ne fait pas ce qui doit être fait pour le suivi de sa grossesse. Et dans les raisons qu'avaient souligné ces femmes, une par exemple déclarait: j'ai jamais réussi à aller jusqu'à la maternité parce que j'avais tellement peur qu'ils me disent d'arrêter la grossesse. J'avais tellement peur qu'on me conseille d'avorter. J'avais tellement peur qu'on ne me laisse pas aller jusqu'au bout de cette grossesse. Et c'était vraiment, elle vivait là-dedans avec l'idée qu'on allait la juger et qu'on ne l'autoriserait pas à être enceinte. C'est bien? Oui, comme tu veux. Très bien. Ah, le père. Vas-y, le père de l'enfant. Alors, on parle beaucoup, quand on parle des grossesses, on parle maintenant d'un projet parental, d'un projet de couple, et c'est très compliqué avec ces femmes. Alors souvent, il y a autant de pères que d'enfants dans une fratrie de ces femmes, parce qu'elles ont souvent une vie qui est quand même assez désorganisée. Le père peut avoir partagé la consommation, ça peut être le partenaire de consommation. Et souvent, la grossesse, ça va être une rupture dans cette triade autour du produit.
Il y a l'homme, il y a la femme, il y a le produit. Et puis là, la femme, elle joue plus le jeu, elle introduit encore un tiers qui est cet enfant, qui est concurrent du produit quelque part dans la relation avec le partenaire. Ça peut être une cause de rupture, ça peut être une cause de violence, de début des violences. Beaucoup de femmes rapportent que les violences ont commencé dès lors qu'il y avait cet enfant. Et puis, ça peut être aussi, paradoxalement, le système. On a un système de soins ou un système de prise en charge ou d'accueil, je ne sais pas comment vous l'appelez, où on a des structures mère-enfant, héritées un peu, j'ai travaillé sur l'histoire de ces structures, sont héritées des filles mères, hein, des femmes qui n'avaient pas de conjoint. Et on a ce choix à faire par la femme d'aller dans une structure d'accueil mère-enfant et de perdre le conjoint ou d'éloigner le conjoint, ou de rester avec le conjoint et la drogue. Et c'est très compliqué quand même. Donc là, en termes, je crois qu'il y a une ou deux structures en France qui ont commencé à accueillir les conjoints. Certaines le font, j'ai eu des témoignages, certaines structures le font, c'est interdit dans leur règlement intérieur, mais ils vont quand même accepter que le conjoint soit là au moins la journée, donc en fait on va l'accueillir sans l'accueillir, mais donc on a l'impression qu'on n'a pas encore pensé le système pour qu'on puisse prendre en compte déjà la mère plus l'enfant, et plus le père de l'enfant. Donc comment on fait une place à ce père, et je redis, espérer que la femme va toute seule arrêter les produits ou diminuer les produits, si le conjoint est dans les produits, consomme avec elle et a toujours été le partenaire de consommation, c'est quasi infaisable, quoi. C'est lui demander un exploit, littéralement. On est déjà très en retard dans ce schéma classique mère, père, enfant. Imagine si on parle d'étrangers, si on parle des mariages homosexuels. Donc, il y a aussi, vous voyez, beaucoup de choses qu'on doit développer, faire attention, parce qu'on est encore en retard sur les schémas classiques. Et oui. Ça arrive, et on ne sait pas trop comment se positionner et comment on va donner suite à toutes les possibilités des arrangements dans le système familial. Alors le père, il est souvent, j'ai utilisé le mot inadéquat parce que je ne savais pas quoi dire par rapport au témoignage des professionnels. Ben, c'est pas le bon père pour les services sociaux, parce que si le père c'est le dealer, s'il est violent, s'il est alcoolique, s'il est délinquant, de toute façon c'est pas le genre de personne que l'on veut voir dans l'entourage immédiat d'une femme enceinte, et puis dans l'entourage immédiat d'un nouveau-né. Donc on renvoie à cette femme le message que c'est pas le bon père. Ce père, il n'est pas adéquat, ça va pas pouvoir le faire, et que le père en soi est également un danger pour cette grossesse. La même chose pour la famille d'accueil. Oui, ça, je n'en parlerai pas. La fratrie de la mère, oui, la mère de la mère et voilà. sa fratrie. Exactement. Donc, il y a cette idée de la répétition des modèles. La fratrie, comme on avait dit, ça se joue énormément sur les burn-out parentales. On pensait au début que la consommation auprès de la deuxième grossesse a été liée avec l'effet que la femme a été plus laxiste. Elle connaît déjà la grossesse, donc elle la consomme parce que voilà, elle a déjà vécu en première expérience, et donc elle s'y permet à faire des petites transgressions au niveau de la consommation. Mais quand on voit les témoignages, en fait, elle consomme parce qu'elle a un burn-out parental. La fratrie demande des attentions qui n'ont rien à voir avec la demande d'un nouveau-né ou de tous les suivis médicaux qu'elle doit honorer quand elle est enceinte. Donc, la fratrie aussi, elle est négligée dans les processus de grossesse d'un femme enceinte, et on voit qu'elle a un impact important par rapport à la consommation.
Oui, et puis il y a aussi le fait que la consommation, elle va plutôt en augmentant au fur et à mesure. Donc ça dépend des produits. Pour l'alcool, c'est une évidence. La femme, comme toute la population générale, je veux dire que les consommations augmentent au fur et à mesure de l'âge. Elles deviennent quotidiennes au fur et à mesure de l'âge. Donc plus vous avez des grossesses tardives, plus vous avez un risque de consommation très régulière, voire quotidienne. Et du coup, peut-être que le premier enfant a échappé finalement à des dommages importants et que ce sont les suivants qui vont être plus à risque. Et ça, d'autant plus si ça s'est mal passé pour la première grossesse. Dans les femmes que j'ai rencontrées, finalement, c'est souvent le placement ou les mesures de mise à l'écart du premier enfant qui vont les avoir fait dégringoler dans la dépendance. Au début, elles étaient usagères de produits et suite à la première expérience de grossesse qui s'est passée de manière calamiteuse, elles vont tomber dans le produit, si je peux dire, elles vont devenir vraiment dépendantes au produit. Exactement. Et après, la relation de la mère, ça c'est aussi d'autres variables assez importantes, parce que c'est le moment il y a la mère, la mamie idéale. Donc, comment la mère, elle s'y projette avec sa propre mère, ou qu'est-ce qu'elle essaie de rattraper et d'améliorer selon le vécu qu'elle a eu avec sa propre mère. Donc, ça entre sur un schéma assez complexe et qu'il faut décortiquer avec la femme, la place de la mère pour accompagner pendant l'accouchement, comment la mamie va s'occuper de cet enfant. Donc, il y a tout un travail transgénérationnel qu'on doit être vigilant quand on accompagne la mère enceinte. Voilà. Et donc, dans les textes internationaux sur le placement de l'enfant, les textes disent qu'il faut rechercher une solution familiale avant une solution d'accueil externe. Et il y a une grosse réticence en France sur les placements intrafamiliaux, notamment pour les femmes qui consomment des produits, avec l'idée que si elle consomme, si elle est dépendante aux produits, si elle est dans la toxicomanie, peut-être que sa famille d'origine, et sa mère notamment, sont pas complètement étrangers à cette situation. Et que si on replace l'enfant auprès de cette grand-mère qui n'a pas su élever sa fille, etc., etc. Donc il y a beaucoup de représentations autour de ça, de savoir comment est-ce qu'on répète ce schéma à travers les générations, avec ce risque aussi que la grand-mère accapare l'enfant et tente d'effacer sa fille de l'arbre généalogique, quelque part, en reprenant la place et en se faisant passer pour la mère auprès des enfants qui lui ont été confiés. C'est des situations très compliquées. Donc on voit, ça bouge parce que les textes internationaux obligent à trouver des solutions familiales, mais par exemple les solutions familiales sont choisies massivement en Espagne. On place systématiquement les enfants dans la famille. Elles sont plus difficiles pour l'instant à prendre en France. Et en plus, la difficulté de garder la fratrie. De garder la fratrie ensemble. Ouais, parce qu'il y a le placement, mais des fois, je ne peux pas prendre les trois, je prends juste un, les plus petits, les plus grands. Donc ça se pose aussi des questions. Placer les enfants et la fratrie tous ensemble. Oui, ça, j'ai beaucoup travaillé sur les familles d'accueil et les familles adoptives. Donc, les textes internationaux sur les droits de l'enfant disent que le premier droit de l'enfant, c'est à être élevé dans sa famille. Et donc, ça comporte d'être avec ses frères et sœurs. Or, dans la réalité, parce que c'est facile sur aucun point de vue, dans la réalité, les enfants vont être séparés. Là, j'ai rencontré récemment
deux familles d'accueil, et dans les deux cas de ces familles d'accueil, il y a d'autres enfants. Et dans un cas, ils sont vraiment séparés. Dans l'autre cas, les familles d'accueil font l'effort de faire jouer les enfants ensemble régulièrement, parce que ça a été prévu, parce qu'elles sont dans le même quartier. Mais les enfants ne vivent pas comme des frères et sœurs sous le même toit. C'est des problématiques qui sont importantes parce que les dommages liés aux séparations mal préparées ou mal organisées sont très importants pour la suite, pour les enfants. Très bien. Parfait. Donc, on arrive sur notre dernière diapo. On sera bon dans le temps, Romain. 5 minutes et c'est fini. Et là, on a déjà pas mal discuté. Je pense qu'ici, c'est plutôt des questionnements qu'on va réfléchir ensemble. On connaît bien les projets 1000 premiers jours, donc, mais qui prend en charge la femme enceinte. Il y a la compagne après l'accouchement sur à peu près les 2 premières années, mais il y a après. Quand l'enfant il est touché par la SAF, il y a le SAF, mais il y a aussi tous les troubles liés à l'alcoolisation fétale. C'est des handicaps à vie pour ces enfants. C'est une pathologie qui est encore assez mal connue, mal repérée, avec une faiblesse dans la prise en charge, hein, et notamment après la majorité. Donc là aussi, dans les familles d'accueil, là je suis en train de travailler avec des familles d'accueil qui ont élevé des enfants qui ont des syndromes d'alcoolisation fétale. Actuellement, le système fait que le jour des 18 ans de l'enfant, on le retire de la famille d'accueil. Donc il n'a plus de famille le jour de ses 18 ans. Et c'est très complexe. Là, j'ai rencontré une famille d'accueil, elle a 62 ans, et on vient de lui redonner un autre enfant SAF. Et donc le premier, on lui dit, bon, celui-là c'est terminé, donc tiens, on voulait un autre, puisque tu as réussi avec le premier. Le premier, elle l'a élevé pendant 16 ans, donc c'est son fils. Du coup, elle continue à le voir hors de l'institution, elle le nourrit hors de l'institution, elle lui laisse les clés de chez elle, et ça reste, c'est son fils. Mais on lui dit non, c'est terminé, c'est plus ton fils. Lui, il est mis sous tutelle parce qu'il est absolument pas autonome. Il n'a pas de famille, il a pas vraiment pu trouver d'emploi. C'est quand même des situations qu'on fait vivre qui sont très très difficiles. Et là, elle sait faire avec les enfants SAF, donc elle n'a pas peur de prendre un petit qui est SAF, mais elle a peur de l'avenir. Elle dit, mais moi, il faut que je m'arrête, j'ai 62 ans, je vais aller au maximum, je vais aller jusqu'à 67 ans, mais ça veut dire que dans 5 ans, je vais l'abandonner. Et donc, c'est plus la famille d'accueil qui est sur cette réflexion sur comment on travaille avec ces familles. Et là, la fratrie, donc une fratrie de 3 enfants qui monopolise 4 familles d'accueil, parce qu'un des enfants, qui est l'aîné, qui a un SAF tellement important, avec des troubles du comportement tellement importants, que les familles d'accueil n'arrivent pas à faire face, et donc la solution qui a été trouvée, c'est de le mettre en garde alternée dans 2 familles d'accueil, comme un enfant de parents divorcés. Donc déjà, il n'a pas ses parents. Et la mère est présente, hein, j'ai oublié de vous dire, cette fratrie est dispersée sur 4 familles d'accueil, pas dans la même ville. Là, ils ne se voient pas, les enfants, ils se voient une fois de temps en temps, une fois par an, ou quelque chose comme ça. Et la mère prend des nouvelles, et la mère les rencontre également 1 ou 2 fois par an. C'est des situations très compliquées. On a du mal à... voilà, on a du mal à on rencontre des femmes très très abîmées par les produits, et on se dit non mais c'est pas possible, on peut pas lui laisser son enfant. Et puis on rencontre ces situations très dégradées après la prise en charge où on a aussi beaucoup de questions. Voilà. Et c'est ça, là, on est plutôt habitué à prendre la femme enceinte, mais après l'accouchement, c'est un autre chapitre, peut-être une autre invitation, un autre temps de discussion, mais on n'a pas grand-chose après l'accouchement, avec les enfants. C'est assez complexe, difficile. Il faut réfléchir à comment on accompagne la femme en 3 temps, avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. On se pose la question aussi sur l'adaptation du soin pour ajuster l'immédiateté
Immédiateté. Merci Laurence. De la femme enceinte et avec la rencontre avec l'équipe. Donc comment on peut faire des services d'Exapa qui va prendre la femme, la clinique de la femme en priorité. Donc ça c'est quelque chose, bon, je sais que ma directrice elle est très sensible et on travaille pour justement favoriser la rentrée des femmes auprès d'Exapa. On voit qu'elles ne sont pas très nombreuses comparées avec les hommes et surtout enceintes. Franchir la porte d'entrée d'un centre d'addicto avec un ventre assez important, ce n'est pas évident parce que les stigmates font partie encore de la réalité. Donc on rencontre beaucoup plus de femmes enceintes quand on sort hors mur XAPA et qu'on rencontre dans le contexte de la réduction des risques et de la prévention. Quand on s'approche de toutes les associations qui travaillent sur le terrain, mais ce n'est pas évident de faire la femme enceinte entrer. On a des femmes après l'accouchement et qui a la problématique parce qu'elle peut réduire la consommation, mais une fois que le bébé il est né, ça reprend la consommation très importante. Et on voit que la femme, elle prend soin avant de boire, par exemple, elle va assurer que le bébé il est bien dans son berceau, elle met des lumières par terre au cas où elle perd l'équilibre. Donc il y a tout en préparation aussi, un rituel qui se met en place et en concertation avec le bien-être du bébé pour honorer la consommation. Donc on reçoit plus de femmes après l'accouchement que pendant la grossesse. Bien sûr, beaucoup de rendez-vous, elles sont plutôt dans la maternité, les femmes qui ont XAPA. Mais on n'a pas forcément un dispositif qui fait appel à la présence des femmes enceintes au sein de notre XAPA. Donc des choses à réfléchir plus larges dans la clinique de la femme. Il y a la place de la réduction des risques. Voilà. La réduction des risques, elle ne doit pas attendre la grossesse. Je pense qu'une fois de plus, il faut qu'il y ait un beaucoup plus gros travail, que ce soit même à une échelle régionale, etc., sur avertir le grand public, plus parler les produits, etc., et les risques de ces produits, les risques du cannabis. Je ne sais pas si vous avez vu la moindre campagne d'affichage, on a du mal. Or, c'est leur vraie vie. Enfin, je veux dire que comme ados, ils ont pris du cannabis. Les jeunes femmes en consomment pas mal. Il ne faut pas se dire non, ça n'existe pas, les femmes bien ne consomment pas du cannabis, et surtout quand elles sont enceintes. C'est pas ce que leur disent les réseaux sociaux, c'est pas la tendance. Boire beaucoup un samedi de temps en temps, est-ce que c'est boire beaucoup? Est-ce que déjà tous les professionnels sont au clair de c'est quand boire beaucoup? Qu'est-ce que c'est boire peu ou qu'est-ce que c'est boire beaucoup? Est-ce qu'on est tous au clair sur boire beaucoup tous les samedis? C'est déjà beaucoup, et quand c'est une femme enceinte, c'est sûrement déjà beaucoup trop. Donc ces choses, voilà, la réduction des risques, elle est un peu très large. Je fais un cours sur les drogues, et j'ai des étudiants de licence, donc des grands ados, vous les appelez comme vous voulez, ils ont 22 ans. Et finalement, on leur a jamais parlé de ça dans toutes leurs années de collège et de lycée, alors qu'on nous dit que c'est fait. Bien sûr qu'on les a prévenus, bien sûr qu'ils ont eu une journée d'information. Soit ils faisaient autre chose, remarquez, c'est possible, ils étaient peut-être en train de textoter sur leur téléphone pendant la journée d'information, mais voilà, peut-être qu'elle n'est pas assez répétée. Vous savez, le passage répété pour beaucoup de choses, c'est très important. On s'arrête parce qu'on peut parler aussi pendant 2 jours et on passe à des questions. Donc tu veux t'asseoir ou on reste là? Merci beaucoup pour. Vous pouvez vous asseoir ici si vous voulez. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu une petite transition avec la jeunesse pour la plénière juste après, mais avant ça, il y a des questions dans la salle à poser, des remarques, des partages d'expériences. Là-bas, j'arrive. Oui, bonjour, Karima Kouba, je suis médecin addictologue au XAPA Addiction France avec Renata. Voilà, donc il faut bien quelqu'un qui pose la première question, donc je me lance. Je voulais, en fait, c'était surtout plusieurs petites choses là lors de votre exposé.
Sur le tableau là, des consommations et des risques pendant la grossesse, je me disais qu'il manque quand même quelques croix parce que on a clairement beaucoup d'études qui montrent les problèmes de fertilité, les baisses de fertilité, même avec le tabac, le cannabis, voilà, d'autres produits que l'alcool, ceux qui ont été cités. Après, dans les risques pour les enfants, il y a aussi pas mal d'études sur l'attirance à l'adolescence par les consommations, les produits, que ce soit le tabac, les drogues illicites, quand on a été exposé in utero à ces produits-là. Voilà, j'avais lu plusieurs choses à ce sujet-là. Et après, alors je ne sais pas si vous répondez au fur et à mesure aussi, parce que j'ai encore deux petites... Je vous avais signalé que c'était un tableau très simplifié, parce qu'en fait, souvent dans ce genre de tableau, on fait plus. Donc en gros, mais oui, c'était plus, par rapport aux sommes d'évidence. Mais oui, pratiquement, on pourrait mettre oui pour toutes les cases et pour toutes les substances. Mais je ne suis pas sûre que c'était très lisible en bout de course. L'attirance pour les produits, je trouve que justement on a assez peu de travaux qui arrivent vraiment à le prouver, et en même temps ça me semble une évidence, puisque quelque part cet enfant, ses récepteurs, ils sont déjà réceptifs, hein. Ils sont prêts à reconnaître la substance et ils sont prêts à sauter dessus quand il va les rencontrer. Donc je crois que c'est moins le risque qu'ils expérimentent la substance que le risque qu'ils en deviennent très rapidement dépendants s'ils la rencontrent. Mais oui, après, il y a le poids de l'environnement. On sait que les enfants, s'ils sont exposés au tabac à la maison, bien sûr, voilà, vont plus facilement s'accorder des cigarettes assez tôt. De toute façon, ça, par contre, même j'avais fait une enquête auprès d'étudiants, et la variable qui expliquait le plus non seulement l'essai du tabac, mais la consommation régulière de tabac à 22 ans chez des étudiants, c'était la consommation de tabac de la mère. La poursuite de la consommation de tabac de la mère. Après, les deux autres petites questions, c'est par rapport au côté psychologique. Voilà, il y a quand même une étude, l'étude ACE, qui montre l'exposition, les répercussions de l'exposition aux événements adverses dans la petite enfance. Je voulais savoir, est-ce que ce type d'étude, est-ce que vous avez notion qu'il y ait des choses qui soient étudiées pendant la grossesse? J'utilise beaucoup le contexte international de ces études ACE, donc événements négatifs de l'enfance. Et c'est vrai qu'ils utilisent moins l'exposition pendant la grossesse, parce que peut-être c'est compliqué en population générale à recueillir, que le contexte familial. Mais quand on a le contexte familial qui dit avoir eu un parent qui consomme une substance, avoir eu un parent qui soit allé en prison, avoir eu un parent qui a des troubles de santé mentale, avoir été séparé à un moment donné de ses parents, avoir un parent qui est décédé de façon précoce. Quand vous listez tous les items de ces études ACE, on se dit que ces enfants, effectivement, sont par définition le profil le pire de ces ACE, puisqu'ils cumulent tout. Et du coup, dans les approches psychologiques, effectivement, il y a, quand vous parliez des placements qui se faisaient pas trop en milieu familial, il y a quand même les problématiques d'attachement qui peut-être jouent et qui effectivement nécessitent de réfléchir s'il faut placer l'enfant en milieu familial ou plutôt hors du milieu familial. Et c'est aussi le cas pour tout ce qui est transgénérationnel. Vous allez parler de la mère, mais il y a peut-être des choses qui remontent à des générations bien avant, puisqu'on voit quand même des parcours où, malgré le fait qu'il y ait un enfant, deux enfants placés, des difficultés, on en retrouve dans la famille aussi. Et malgré ça, effectivement, la femme, elle est toujours en recherche d'être mère, même si on se rend compte qu'il y a plusieurs enfants qui sont placés parce qu'elle va rencontrer le même type de difficultés. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas développer des approches thérapeutiques, psychothérapeutiques, justement centrées sur ces problématiques d'attachement, ces difficultés dans le transgénérationnel?
Je suis tout à fait d'accord, Karima. Je pense qu'il faut travailler dans cette sens systémique, comme on a dit, d'où l'intérêt, par exemple, d'encourager, même malgré les consommations, encourager l'allaitement, les pot à pot, encourager les chantées des berceuses, créer tout cet lien d'abord avec l'enfant, justement pour casser quelques modèles transgénérationnel qui peut se répéter. On voit dans les recherches par rapport à la présence du père, quand ils sont absents, des fois la consommation des enfants, ça garde cet lien justement de faire vivre cet père inconnu à travers une addiction. Un enfant qui il boit parce qu'il a grandi avec l'idée, tu fais comme ton père, tu bois, tu es problématique. Donc en façon de faire cet père exister à travers de sa consommation, parce que le seul souvenir qu'il a de cette père, c'est justement sa consommation qui, justement, ça a été le déclencheur de cette manque de paternité. Donc, il y a évidemment beaucoup de modèles familiales qui vont se reproduire, qui vont se répéter. La question d'attachement, c'est sûr et certain que c'est une clé dans ce système. C'est compliqué de faire des études auprès des femmes enceintes parce qu'elles sont tellement il faut passer par les récits, il faut donner la voix à la femme enceinte. Et les récits de vie sont des recherches qualitatives qui ça dure plus d'1 heure. Donc après les traitements de données, la science elle est bien poussée pour les recherches plutôt quantitatives, pour publier d'articles, etc. C'est au niveau des quantités de revues qui acceptent les recherches qualitatives, c'est pas la même que des recherches quantitatives. Et la femme aussi, elle va sous-estimer la consommation pendant les récits. C'est justement quand on donne le temps et qu'on fait des entretiens de plus d'1 heure qu'on voit la vraie consommation. Si on fait juste des recherches avec les tests de repérage précoce, dans un sens quantitatif, la consommation elle n'est pas réelle avec la vraie consommation de la femme. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle à poser Un micro arrive. Bonjour, Perrine Dupré, médecin généraliste à Nailloux. J'avais juste une question par rapport quand vous dites qu'il faut encourager l'allaitement, parce que finalement les substances passent encore dans le lait maternel. Donc, quelle est la motivation dans l'encouragement de l'allaitement, parce que c'est plutôt au détriment du nourrisson du coup Ça, je peux répondre puisque j'ai vraiment publié sur le syndrome par exemple, le syndrome de sevrage néonatal, etc. Peu de substances passent vraiment dans le lait, puisqu'on a également vérifié pour le Subutex, parce qu'il y avait l'idée que si la mère allaitait, l'enfant aurait sa dose de buprenorphine et que ça permettrait de baisser, etc. Voilà. Et puis, il y a des techniques, par exemple pour les femmes, quel que soit le produit, on peut conseiller à une femme le moment de la consommation par rapport au moment de l'allaitement, etc. L'allaitement, c'est favoriser le lien avec l'enfant, c'est favoriser le lien, un temps de contact avec des femmes qui souvent, vous savez, qui ne regardent pas l'enfant, par exemple. Et donc l'allaitement, c'est un moment où elles peuvent regarder peut-être plus l'enfant. Il a besoin d'être regardé. C'est beaucoup plus de choses que du lait. Alors, on est revenu. Il y a un moment où on interdisait l'allaitement pour tous les pays, produits, pour toutes les maladies. Et on est beaucoup revenu là-dessus et plutôt sur dire que l'allaitement est possible. Après, ce n'est pas toujours possible. Ça dépend vraiment des produits et des quantités, je suppose. Ça répond ? Une question. Bonjour à tous, Marie-Josée Ferraud, je suis médecin à l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse. Nous avons une maternité, 2400 accouchements et nous avons aussi un gros service d'addicto, un centre passage qui délivre la méthadone. Nous avons, moi ça fait quand même quelques années que j'y suis, une trentaine d'années, l'évolution de la prise en charge, moi je trouve qu'elle est quand même encourageante. Parce qu'on est passé de « ouïouïouï, la toxico arrive » à « c'est une patiente qui a un traitement de substitution ».
Quand elle est suivie chez nous au centre de passage, qu'elle est sous méthadone, on l'accompagne toute la grossesse. Elle n'a pas peur des médecins, elle n'a pas peur des accompagnants, des gynécos, etc., des services sociaux. Allez, 9 fois sur 10, ça se passe bien. Et on est dans ce parcours d'accompagnement, de réduction des risques. Convaincre les pédiatres aussi que la femme, elle peut accoucher malgré, pas le traitement de substitution, parce que ça c'est très bien documenté, mais le tabac, le cannabis, l'allaitement, oui, je voulais dire d'encourager l'allaitement quand c'est la demande de la femme. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution. Et par contre, celles qui ont déjà eu affaire aux services sociaux vont tout faire pour changer de maternité, éviter d'être repérées. Et effectivement, beaucoup de femmes à qui on a dit non, 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 oulala, ou quoi, vous avez pris une cigarette, mais enfin, eh bien, elles vont le nier, elles vont le cacher. Pareil sur le cannabis, pareil sur l'alcool. Et les enfants, ils vont faire leur syndrome de manque à la maison, parce qu'au 3e jour, on rentre à la maison. Et c'est là que ça se complique, et là, il n'y a aucun suivi. Mais je pense que quand même, l'évolution, elle est sur l'intégration, discuter sur les produits, discuter de ce que ça fait, et évidemment, de plus en plus avertir en amont cette prévention qu'on doit tous faire. Oui, mais quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était des femmes héroïnomanes qui injectaient, qui étaient sur les boulevards autour de Paris, etc. Et donc on a vu toute cette progression vers la prise en charge, le savoir-faire, la substitution, etc. Et puis je vais être moins positive parce que là on a un retour en arrière, j'ai l'impression très brutal, avec cette irruption des craqueuses là dans le paysage des maternités parisiennes. Ces femmes qui sont en errance dans leur tête et puis physiquement, qui sont à la rue, qui vont arriver pour accoucher, quand elles arrivent à temps pour accoucher, qui n'ont pas été suivies, etc., etc. On a un peu un retour sur des profils extrêmement lourds. Je ne sais pas si vous les avez, mais... Merci beaucoup pour ces présentations, Laurence Simat-Durand et Renata Franco. Je rappelle que cet après-midi, une dernière question. C'est comme vous voulez. Bon, allez. Une dernière. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais juste une remarque par rapport aux campagnes de prévention. Et du coup, je me pose la question sur le fait qu'elles s'adressent à un grand public, mais qu'elles mettent quand même... à mon sens, un peu à l'extérieur, les femmes consommatrices qui sont dans des consommations actives et qui ne peuvent pas forcément arrêter. Et pour qui ça peut être un frein, justement, d'accessibilité aux soins, parce qu'il peut y avoir un regard très stigmatisant, voire très culpabilisant dans ces campagnes-là. Et qu'est-ce qui existe comme campagnes qui permettent justement de favoriser l'accès des femmes qui sont dans des consommations actives et qui ne peuvent pas modifier leur consommation et qui soient effectivement dans une politique de réduction des risques. Non, il y a des... Localement, il y a des campagnes qui sont faites, enfin des livrets d'informations pour les femmes enceintes qui essayent justement de ne pas aller dans la culpabilité et de leur montrer comment réduire, comment en parler, qui sont les personnes ressources, etc. Mais c'est vrai qu'on a plutôt les campagnes d'affichage, dont certaines assez trash, pas forcément en France, mais par exemple en Italie, vu la campagne avec... vous avez le fœtus qui macère dans un verre d'alcool, c'est quand même extrêmement dur. C'est vraiment ces campagnes de publicité comme pour les accidents de la route où on dit il faut que ça soit écrasé sur le pare-brise pour que les gens comprennent. Donc là, c'est le fœtus qui trempe dans l'alcool pour frapper les esprits. C'est épouvantable. C'est épouvantable pour... Comme tu disais là pour les tabacs. Au niveau du tabac, où le fœtus baigne dans la fumée, enfin, je veux dire, c'est exactement... et ça, c'est un frein extrême pour l'accès à la libération de la parole des femmes et l'accès aux soins, quoi. Et ça me semble être une question centrale pour accompagner ces personnes-là. Oui,
Et puis, il y a la formation des professionnels. Là, on n'a pas du tout abordé parce qu'on ne va pas encore partir là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de professionnels qui ont du mal à parler des produits et qui ne vont pas libérer la parole et qui ne vont pas permettre qu'on en parle et qui ne vont pas permettre que le sujet soit abordé. Première question, vous fumez, et deuxième question, vous buvez pas, j'espère. Bon, voilà, mais c'est une collègue, hein, c'est une de mes collègues de travail qui travaille sur le sujet sans le dire à son gynéco et qui s'est retrouvée avec « vous ne buvez pas, j'espère ». Ben non. Ben non, la réponse de toute façon peut être que non. Ouais, non, juste, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut quand même qu'on développe mieux et plutôt partir sur la clinique de la femme au sens large. Toutes les campagnes, comme vous avez dit, par rapport au tabac, j'avais entendu que parmi toutes les possibilités d'images, il y a 14 qui concernent les enfants. Donc ça, c'est le genre de campagnes qui ont dit la prévention universelle, qui va essayer d'éduquer une prochaine génération et pas forcément la femme qui consomme. C'est justement pour impacter quand l'enfant est dans la maison, il voit les paquets de cigarettes de la maman ou de quelqu'un de la famille, justement avec cette idée d'éduquer les prochaines générations sur les dangers de cette consommation. Mais effectivement, dans la prévention sélective qui concerne la femme enceinte, c'est difficile de passer pour une campagne qui aide, déclenche la parole et pas culpabilise, ajoute une couche en plus de culpabilité. Parce qu'on n'a besoin pas, hein, la femme, pour elle-même, elle a déjà se sent très coupable. Donc on n'a besoin pas la société ajouter cette couche de plus. Comme j'ai dit dans l'intervention, toute cette angoisse invisible. Donc déjà libérer la parole et aider, accompagner et voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes qu'on a disponibles sur le moment. Merci beaucoup pour ces présentations, Laurence Simat-Durand et Renata Franco. Cet après-midi, il y aura les ateliers aussi sur la périnate et les addictions, donc il y aura l'occasion de reparler un petit peu de vos expériences, de partager voilà, ce que vous avez pu voir, des difficultés que vous voyez. Donc n'hésitez pas à les dire à ces moments-là, et je pense que Renata et Laurence seront là aussi pour participer à ces ateliers. Donc voilà, à nouveau merci beaucoup, et puis une légère pause parce qu'on a du retard, mais on avait commencé un petit peu à la bourre. Donc une légère pause avant d'enchaîner avec la plénière jeunesse et addiction. À tout à l'heure, c'est 10h56, 57.